Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous propose l'étude linéaire d'une fable de La Fontaine, Un animal dans la lune. Alors cette présentation s'adresse tout particulièrement aux élèves de première qui ont cette œuvre au programme du bac de français. Je vais vous donner pour commencer quelques éléments d'introduction en essayant d'aller à l'essentiel, et je commence par vous rappeler que La Fontaine fait avant tout œuvre de traducteur et de versificateur, puisque ses fables sont empruntées à des fabulistes antiques comme Ésope ou Phèdre. Au XVIIe siècle, on prône moins l'invention que l'imitation. La Fontaine a ainsi fait paraître 2 recueils de fables, à 10 ans d'intervalle. Le premier, les livres 1 à 6, sont destinés aux dauphins de France. Les 5 livres suivants, ceux qui sont dans votre programme, sont dédiés à Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV. Nous sommes en plein XVIIe siècle, qu'on surnomme le Grand Siècle, et c'est une époque qui se caractérise par l'avènement des règles classiques et les travaux de ceux que l'on nomme les moralistes. Alors en voici quelques-uns: François de la Rochefoucauld, Jean de la Bruyère, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche, ou encore René Descartes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à cette contextualisation pour comprendre qui sont les moralistes et quels sont leurs objectifs. Un sujet en particulier nous intéresse, et les occupait grandement, c'est le débat entre imagination et pensée, qui rejoint un petit peu la distinction entre les sens et la raison. Alors, les moralistes s'accordent globalement sur le fait que l'imagination est une puissance dominante mais dangereuse dans l'esprit humain parce qu'elle est séduisante, parce qu'elle menace la raison qui est plus austère en promettant plaisir et divertissement. Jean de La Fontaine prend lui aussi part à ces débats philosophiques dans les fables de votre corpus, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas des fables très connues comme La laitière et le pot au lait ou Le pouvoir des fables, dans lesquelles La Fontaine essaye de concilier l'imagination et la raison en montrant qu'elles sont des forces universelles et interdépendantes. Je vais parler d'une fable un peu différente, qui valorise plus la raison que l'imagination, et c'est Un animal dans la lune. Et je me limiterai aux vers 1 à 33, en posant la question suivante: comment La Fontaine questionne-t-il la faculté que les hommes ont de juger les choses? Pour cela, je distinguerai 3 mouvements principaux. Des vers 1 à 14, nous montrerons que La Fontaine adopte une attitude plutôt conciliante dans ce débat philosophique. Des vers 15 à 22, nous étudierons l'argumentation de La Fontaine par l'exemple, qui suggère que l'acquisition des connaissances requiert une attitude active. Et enfin, nous terminerons avec l'étude des vers 23 à 33, où nous verrons quelles relations les sens et la raison doivent entretenir. Je commence donc par la première partie, et on peut tout de suite souligner l'hétérométrie du poème, puisque La Fontaine alterne les alexandrins et les octosyllabes de manière irrégulière. C'est un parti pris qui est ici renforcé par le rythme binaire et les parallélismes de construction. Tous ces effets permettent en fait de renvoyer dos à dos les 2 philosophes dont il est question et qui ont chacun un avis tranché sur le rôle des sens dans l'appréhension du monde. L'un des 2 considère nos sens comme systématiquement trompeurs, l'autre leur accorde au contraire toute sa confiance. On le voit avec la mise à la rime de 2 verbes de parole, assurer et jurer, qui introduisent leurs thèses respectives et qui rendent compte du ton péremptoire de leurs affirmations. Dès le début de la fable, nous entrons donc pleinement dans un débat auquel le lecteur est discrètement invité à prendre part avec l'emploi du pronom inclusif « nous ». Alors les 2 débatteurs sont certes opposés sur le plan philosophique, comme le montre l'emploi des adverbes antithétiques toujours et jamais, mais ils se ressemblent par la radicalité de leurs propos. C'est pourquoi les rimes se répondent et fonctionnent même comme des synonymes. Face à eux, le narrateur joue plutôt la carte de la nuance. Avec les mystiches lapidaires, tous les 2 ont raison, La Fontaine met brutalement fin au débat. L'enjambement des vers 5 et 6 renforce encore, par le changement de rythme, l'idée d'un changement de ton. Mais l'arbitre de ce débat veut apporter autant de clarté que les 2 philosophes, et on retrouve donc ce même rythme binaire qui apporte beaucoup de lisibilité. La répétition « les sens tromperont et les sens ne tromperont personne » avec un passage de l'affirmation à la négation montre les 2 possibilités. En fait, si on ajoute de la raison au sens, alors on ne sera pas trompé. Ainsi, La Fontaine nous montre que les sens ne sont pas par essence en eux-mêmes mauvais ou trompeurs, mais que c'est leur usage qui peut conduire au vrai ou au faux. L'énumération des vers 9 à 11 montre la multiplicité des raisonnements et des éléments qu'il faut convoquer pour les associer au sens. Le vocabulaire est ici quasi scientifique, parachevé par la personnification de la nature, qui permet au narrateur de témoigner sa confiance envers une puissance qu'il considère comme bienveillante et qui a doté l'homme de moyens de s'épanouir intellectuellement.
Et c'est ce moment que le fabuliste choisit pour sa première intervention avec l'emploi du pronom personnel « je » et l'utilisation du futur. Il annonce ainsi qu'il prendra, dans l'avenir, la parole sur le sujet de la perfection de la nature. Nous avons donc vu dans ce premier mouvement que La Fontaine présente un débat philosophique sur la question des sens, dans lequel il adopte une attitude plutôt conciliante en expliquant que les sens doivent être épaulés par la raison. Et nous allons maintenant voir l'exemple qu'il nous donne. Le passage au présent d'actualité rend l'explication plus vivante. L'antithèse entre ici-bas et là-haut, ainsi que l'emploi de la négation restrictive ne que, montre que les sens peuvent nous tromper, et plus particulièrement la perception visuelle qui est relative et qui peut modifier ce qu'on observe. Et encore une fois, le lecteur est bien impliqué dans la réflexion et dans l'argumentation, comme on le voit dans la succession des phrases interrogatives. Alors comme point de départ, on a une subordonnée circonstancielle de condition et un conditionnel présent qui souligne l'impossibilité de s'approcher réellement du soleil, qui est d'ailleurs désigné par une métaphore poétique valorisante, l'œil de la nature. Au vers 19 et 20, l'utilisation du vocabulaire mathématique avec distance, grandeur, angle et côté, ainsi que le vocabulaire du raisonnement avec les verbes juger et déterminer, montre que l'esprit humain peut se faire une idée juste des dimensions de l'étoile, même s'il ne peut pas en approcher, en mettant en rapport la mesure prise à l'œil nu avec la distance mathématique qui sépare le Soleil de la Terre. C'est donc une démonstration, et on a l'opposition entre les deux hémistiches du vers 21, qui montre d'une part la vision passive de l'ignorant, qui est incapable de dépasser le stade de la croyance et du préjugé, et d'autre part le savant, qui corrige l'image perçue par un geste intellectuel, en appliquant sa raison sur les phénomènes qu'il voit pour les interpréter. Avec l'alexandrin « je le rends immobile et la terre chemine », La Fontaine montre que l'homme de science acquiert donc un pouvoir sur la nature, en se confondant presque avec l'esprit divin. Ainsi, dans ce deuxième mouvement, La Fontaine nous donne un exemple qui oppose la passivité de l'ignorant et l'activité performative du savant. Et nous allons maintenant voir comment La Fontaine conclut son raisonnement en étudiant la relation entre les sens et l'esprit. L'adverbe bref, on le voit, met fin à la démonstration que La Fontaine vient de faire par l'exemple. L'hémistiche « je dément mes yeux », dans lequel on peut d'ailleurs voir une allitération en M qui se poursuit au vers suivant et qui renvoie au sujet qui prend la parole, cette hémistiche « je dément mes yeux » évoque les défaillances toujours possibles des sens. Et on le voit avec le vocabulaire des sens, mes yeux, mes regards ou mon oreille, qui sont d'ailleurs employés dans des phrases connotées négativement. Pourtant, si les sens sont contrôlés par la raison, ils peuvent devenir un moyen vraiment sûr d'accéder à la connaissance du monde, comme le montrent les verbes d'action développe, redresse et décide, qui renvoient tous à la raison qui est appelée âme. Et d'ailleurs on peut noter que c'est ce même terme que La Fontaine utilise pour parler de la morale des fables. Il dit qu'elles sont constituées d'un corps, qui est la fiction, et d'une âme qui correspond à la morale. Au vers 30, le parallélisme de construction avec une subordonnée circonstancielle et l'opposition entre courbe et redresse met en valeur la reprise fidèle « ma raison » et « la raison », avec un effet d'élargissement qui cherche à toucher à l'universel. La raison devient sujet des verbes car elle est désormais nécessaire, on l'a compris, pour conduire les sens vers la vérité. Le paradoxe final, « mes yeux ne me trompent jamais en me mentant toujours », exprime l'ambiguïté du rapport entre les sens et la vérité. Ici, il n'est pas question d'opposer, mais de réconcilier les thèses adverses qu'on avait vues au début du texte. Comme les fables, qui utilisent la fiction, donc le mensonge, pour nous instruire, eh bien nos sens nous présentent des images qui sont illusoires, du réel, mais à partir desquelles la raison peut conduire au vrai. Ainsi, pour faire le bilan de cette analyse, on peut dire que selon La Fontaine, la nature a donné aux hommes une faculté d'appréhender le monde en les dotant d'un esprit critique, capable de corriger les images du monde réel. Mais il ne suffit pas d'être doué de raison pour voir juste, il faut aussi faire l'effort d'utiliser cette faculté qui nous est donnée pour dépasser ses préjugés, et c'est un effort que les ignorants ne sont pas capables de faire. J'espère que cette étude linéaire vous a éclairé sur la manière particulière dont La Fontaine s'inscrit dans le débat qui agite les moralistes du XVIIe siècle sur l'usage le plus juste des sens et de la raison.